Pour des pratiques éthiques, un engagement pour la bonne gouvernance. Bonjour, je m'appelle Cheikh Tidiane Sow, je suis docteur en mathématiques et je suis un coach en leadership. Qu'est-ce qu'un leader? Je disais tantôt à un groupe de gens que si vous regardez dans Google et que vous tapez leadership, vous alliez trouver des pages et des pages de définition de leadership. C'est un mot qui est extrêmement galvaudé, un mot qui est à la mode et qui couvre énormément de champs. Je dirais en essence qu'un leader, c'est quelqu'un qui montre la voie, évidemment qui la connaît au préalable et qui fait que les gens s'y engagent. Donc essentiellement, un leader, c'est quelqu'un qui influence les gens. Il y a une différence. Disons que le leader est beaucoup plus générique et beaucoup plus général et occupe beaucoup plus de positions qu'un chef. Un chef, essentiellement, c'est, je vais dire, le leader de type 1. C'est celui qu'on a nommé, qui est votre chef, à qui vous devez obéir. Vous obéissez parce que tout simplement, il est le chef dans un organigramme. Vous obéissez parce qu'il y a des règles qui l'imposent comme lui comme étant devant. Donc c'est essentiellement un chef ou un boss que vous entendez. C'est ce qu'on appelle des leaders de position. Bon, là, tout à l'heure, nous avons parlé évidemment du chef qui est donc le leader de position. Après ça, vous avez ce qu'on appelle les leaders de permission. Le leader de permission, c'est celui qui, de par son relationnel avec les personnes, arrive à faire des choses aux gens. Donc c'est déjà un premier niveau d'influence. J'ai mon groupe, je connais chacun du groupe, je crée une bonne ambiance de travail et dans ce cas, j'arrive à faire travailler les gens dans le sens que je veux. C'est donc un niveau d'influence qui est la permission. Ça, c'est le deuxième niveau de leadership. Le troisième niveau de leadership, c'est ce qu'on appelle la production. C'est-à-dire, c'est un leader qui obtient des résultats. Les gens le suivent parce qu'il obtient des résultats. Et quand il obtient des résultats, évidemment, les chiffres sont meilleurs, il y a une meilleure ambiance, tout le monde travaille, peu de gens quittent l'entreprise ou quittent la nation ou le groupe, etc. Donc il y a, disons, une sorte d'émulation collective qui est émise par ce chef, par ce leader, disons, de niveau 3. Ensuite, il y a les leaders qu'on appelle les leaders de niveau 4. Ceux-là, ils sont déjà un peu plus rares. Pourquoi? Parce que ce sont des leaders qui font en sorte que dans leur équipe, qu'il y ait aussi d'autres leaders. Donc, ils donnent la permission aux gens de pouvoir se développer et d'être d'autres types de leaders. Ça, c'est le niveau 4. Et le dernier niveau, généralement, qui est le niveau le plus important, qui est ce qu'on appelle le pinacle, c'est vraiment des leaders qui dépassent leur industrie. Ce sont des leaders qui sont connus partout et ce sont généralement des gens qui laissent un héritage. On pourra parler, par exemple, de Mandela. On peut parler aussi des grands industriels. On pourra parler par exemple de Babacar Ngom, etc. Donc des gens qui ont fait un nom, qui ont su dépasser leur industrie et évidemment être reconnus comme tels. On pourra parler de Djily Mbaye, etc. Voilà, ce sont les 5 niveaux de leader que vous pouvez avoir. Vous voyez donc, comment dire encore, l'écart est très grand. Vous pouvez partir d'un petit chef et vous pouvez partir évidemment parler d'un Mandela. Tout ça, ça comporte des leaders. Il y a des leaders, je viens juste de vous dire que la notion de vrai leader en tant que tel n'existait pas parce qu'il y a des leaders à différents niveaux. Donc au Sénégal, évidemment, vous avez des leaders à différents niveaux. Est-ce qu'on a des leaders de niveau pinacle? Oui, nos grands chefs religieux, c'est des leaders à ce niveau. Est-ce que vous avez des leaders qui sont juste à pointer? Ben oui, bien sûr, tous les leaders que vous voyez aujourd'hui qui sont des chefs d'entreprise, qui sont des chefs de ministères, qui soient des directeurs d'agence, ce sont des gens qui sont nommés, de facto c'est des leaders de position. Ensuite évidemment après derrière il faut qu'il y ait un travail, qu'il y ait un développement pour qu'ils passent à différents types de niveaux. Bon, c'est d'abord avant tout une passion. Comme je vous l'ai dit, je suis un coach, je l'enseigne aussi et j'écris aussi sur le leadership parce que je pense que c'est le meilleur moyen d'avoir un impact sur la vie des gens. Et moi je suis très intéressé par la vie des gens et donc le leadership ce n'est qu'un moyen de pouvoir le faire. Voilà, c'est un peu la raison pour laquelle je m'intéresse à ça.
à des niveaux très élevés. Si vous prenez le cas de Mandela, la société sud-africaine a été complètement transformée. Je vous parle de la société sud-africaine parce que c'est un endroit où j'ai longuement vécu. Une transformation d'une nation qui est faite par un leader qui est Mandela. Vous voyez d'autres types de leaders comme Mugabe, vous le prenez à Mozambique, au Zimbabwe, c'est à peu près la même chose, sauf que c'était un grand leader, mais évidemment, à contrario, le pays a sombré. Vous voyez donc deux personnes, deux leaders qui ont fait des choses complètement différentes. Là, ça vous donne vraiment le moins et le plus de ce qu'un leader peut apporter dans un pays. Bon, le leader, c'est aussi les bonnes décisions. D'accord. Vous savez bien que dans le cas économique, ce qu'il faut, c'est d'abord la gestion des priorités, c'est d'avoir des objectifs. C'est aussi de pouvoir gérer tout simplement le personnel, les ressources qui vont dans ce sens. C'est aussi pouvoir mettre ensemble tout le monde qui tire dans le même sens qu'un objectif, que ce soit économique, que ce soit politique ou autre. Dans tous les cas, un bon leader permet de fermenter, disons, les forces pour que les gens aillent dans le même sens. Donc il y a un pouvoir de focus, il y a la notion de priorité et il y a la notion évidemment de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. On rejoint un peu ce que je vous avais dit, il connaît la voie, il fait que les gens s'y engagent et lui-même il s'engage dans cette voie. Je suis peut-être, ce que je fais plutôt, c'est développer les leaders à des niveaux supérieurs. Donc ce que je leur donne comme conseil, je vais dire, c'est d'avoir plus conscience du rôle qu'ils ont à jouer par rapport à leur population. C'est évidemment de mettre en exergue un peu plus les qualités qu'ils ont déjà de façon intrinsèque pour que les gens puissent aller de l'avant. C'est aussi pouvoir taire les divergences et appliquer une sorte de maïeutique, d'influence qui fasse que les gens aillent tous dans le même sens. Non mais ça c'est certain, c'est-à-dire que tout ce que vous voyez aujourd'hui, j'aime bien citer l'exemple d'une ville qui s'appelle Norales, qui se trouve en fait à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Cette ville elle est séparée par une barrière, c'est juste un mur qui est entre les deux. Mais c'est le même peuple qu'il y a de part et d'autre du mur. Quand vous regardez au nord, cette ville qui fait partie du Texas, il y a de la lumière, l'espérance de vie est plus grande là-bas. Vous regardez la ville du côté sud, c'est-à-dire du côté Mexique, c'est la pauvreté, il n'y a pas de lumière, les gens n'ont pas d'eau, etc. La différence fondamentale entre ces deux, c'est du leadership. Vous prenez nos équipes de football, tiens donc, vous voyez l'équipe de France, mais c'est des Africains. Pourquoi l'équipe de France gagne le mondial? Et nous qui sommes Africains, parce que les joueurs ne sont pas meilleurs, vous prenez Sadio Mané, il n'est pas moins bon que Pogba. D'accord? Donc c'est une question de leadership qui fait qu'il y a une différence dans les résultats. Voilà. D'accord. Là, vous me posez la question de savoir quel est le passage d'un niveau à un autre par rapport justement à la réponse que je vous ai faite sur les différents types de leaders. La grosse difficulté quand on coach des leaders et qu'on essaie de les faire évoluer d'une position à une autre, c'est le passage. Parce que ce passage impose en fait une autre façon de faire. Le leader de niveau 1, il y a des choses qu'il doit faire. Le leader de niveau 2 doit abandonner ces choses et faire complètement autre chose. Et la difficulté, c'est ce passage-là. Donc les points de passage sont les points vraiment d'achoppement sur lesquels on passe énormément de temps pour le développement d'un leader. Oui, vous avez parfaitement... je reprends un peu votre question qui est de dire pourquoi dans les jeunes partis ou dans les partis politiques, les jeunes n'ont pas cette situation de leader parce que le leader ne raccorde pas cette place-là. Ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Pour qu'un leader fasse de la reproduction, c'est-à-dire pour que les jeunes deviennent des leaders, il faut qu'ils soient face à des leaders qui acceptent de reproduire. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient face à des leaders au moins de niveau 3, c'est-à-dire des leaders qui jouent la reproduction. Évidemment, des leaders de niveau 4 vont le faire aussi, des leaders de niveau 5 le feront aussi. Mais il faut être au moins un leader de niveau 3 pour pouvoir reproduire des leaders. Et souvent, c'est ça qui manque malheureusement, parce que tout simplement, c'est des chefs, parce que tout simplement, beaucoup de choses sont convenues, il faut avoir fait des écoles, etc. Si l'on prend le cas d'ailleurs de ce qui se passe aujourd'hui en France avec l'affaire Benalla, c'est un peu ça. Comment ça se fait que quelqu'un qui n'a fait aucune école, qui n'a fait aucun cursus qui soit le même que tous les autres, se retrouve vraiment à côté du président? Ça, c'est un petit problème qui se pose, mais parce que le président, il est un leader d'un certain niveau qui reproduit ces leaders-là. Et ce que les gens, évidemment, ne lui accordent pas tout le temps.
des pratiques éthiques, un engagement pour la bonne gouvernance.